On a un petit enregistrement. On a un petit stream. C'est magnifique. Et normalement c'est bon. Voilà, donc bienvenue conf de C. Donc le C c'est le langage que vous utiliserez toute l'année prochaine. Que vous utiliserez donc pour le projet de S3, pour le projet de S4 et pour l'Inge pendant le premier semestre d'Inge. Donc c'est un langage assez important. C'est un langage assez vieux aussi. Donc il y a plein de choses qu'elles vous êtes habitués à faire en C Sharp, en Python, qui vous paraissent évidents et simples à faire, et en fait vous verrez qu'en C, c'est le cancer absolu, que vous devrez tout faire vous-même. Donc l'avantage c'est que vous avez un très grand contrôle, et vous savez exactement ce que vous faites. L'inconvénient c'est que faut tout faire à la main, et du coup c'est relativement chiant. Voilà, c'est un langage qui est utilisé encore, en fait qui est surtout utilisé dans l'embarqué, parce que ça permet de faire des trucs assez légers et très efficaces. En fait le C est quand même très très efficace, mais c'est pas un langage moderne quoi. C'est un langage qui a quand même beaucoup de désavantages qu'on voit par rapport aux autres langages aujourd'hui, comme le C++ par exemple, ou le Rust. Le C est un langage compilé. Alors je vais juste faire des exemples directement. Et si on prend vite fait, là, pas supprimer la fiche. Si on prend la fiche, donc le C est un élément, donc il y a plein de variables et de types de variables. Ça, normalement vous avez fait des C#, donc vous connaissez. Il y a plein de types différents qui ont chacune leur spécificité, et qui sont utilisés dans différentes situations. Donc voilà, il n'y en a pas énormément. Après, il y a plein d'opérateurs, donc tous les opérateurs de base, arithmétique, logique, de comparaison. Il y a des trucs de manipulation binaire directement, aussi, parce que voilà, on est en bas de niveau. On a des booléens, après on a les if-else classiques, les fonctions, etc., etc. Et ce qui va être assez intéressant, ce sont les tableaux et les chaînes de caractères. Parce que c'est là où justement le C est assez particulier par rapport aux autres langages. Et les structures ça va ressembler beaucoup aux objets que vous avez en C Sharp, mais en beaucoup plus simple. En fait les structures ça va juste être des conteneurs de valeurs, qui permettent d'avoir plusieurs valeurs les unes avec les autres, ce qui est plus pratique pour se balader au lieu de se balader avec plein de variables, plein d'entiers séparés, on peut se balader avec un point qui va être trois variables d'un coup. Et donc après on va utiliser printf tout du long parce que printf c'est la plus grande variable de tout le C qui est utilisé absolument partout. Et bien entendu il y a plein d'informations. Je vous conseille d'apprendre le C dès maintenant parce que tout ce que vous apprenez maintenant c'est du temps gagné pour l'année prochaine. L'année prochaine en fait vous devrez commencer le projet de S3 avant même de savoir programmer en C. Du coup il y a un petit problème. Et les cours de David Bouchet sont pas mal, sauf qu'ils arrivent généralement une semaine à 2 semaines trop tard par rapport aux soutenances, en tout cas de mon expérience. Et du coup, c'est bien si vous en faites avant, si vous vous habituez, et si vous êtes à l'aise, et vous savez ce que vous faites. Parce que comme ça, vous allez gagner du temps, vous allez être plus rapide, etc. Et puis, tout sera bien. Et pour l'engin aussi, c'est bien d'être à l'aise. Là, je suis dans un nouveau dossier que j'ai créé qui est tout à fait vierge. Et du coup, on va se créer un petit fichier. Donc, on va l'appeler main.c. Donc, les fichiers en C sont des points C. Et on a aussi des points H. Les points H, on les verra plus tard. Mais du coup, les fichiers sources de code C sont en C. Donc là, je vais me faire un film. Et on va juste faire une fonction main, parce qu'il faut toujours une fonction main. Donc, la fonction main en C, généralement, c'est toujours un entier. Et ici, on va juste faire qu'elle prend aucun paramètre. Ce sera plus simple. La fonction main, donc, envoie un entier. Par convention, on renvoie 0 quand tout s'est bien passé. Et on renvoie n'importe quoi différent de 0 quand il y a une erreur. Donc, après, vous pouvez vérifier à la ligne de commande ce que ça vous a renvoyé. Donc par exemple, si vous voyez que votre main a renvoyé un 1 ou un 2 ou un -1, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Et si ça vous a renvoyé 0, il n'y a pas de problème. Ça c'est une convention, donc normalement le prototype est toujours celui-là. Il y a un deuxième prototype par contre, où ici à la place du void, on va avoir les arguments, parce qu'on peut passer des arguments par ligne de commande, ce qui est assez pratique pour tester, pour faire différentes, choses.
Ici, donc c'est un main, je vais juste faire un hello world. Le hello world se fait avec printf. Printf, c'est donc la fonction qui vous permet d'afficher dans le terminal. Et on va dire hello world. Et le printf doit toujours se finir par backslash n, genre quasiment toujours, parce que si vous mettez pas de backslash n, des fois votre printf ne s'affiche pas au moment où vous l'appelez. Il y a une histoire de... En fait, par souci d'optimisation, s'il n'y a pas de backslash n, ça va être envoyé le plus tard possible, ou bon, ça va pas être envoyé au moment où vous appelez la fonction. Mais si vous mettez un backslash n, ça va obligatoirement envoyer ça sur la ligne de commande. Et printf, en fait, c'est une fonction qui n'est pas là de base, et du coup, il faut l'inclure. C'est une fonction qui n'est pas dans les fonctions de base, du coup, on va l'inclure avec la librairie standard d'input et d'output, donc stdio.h. Donc le stdio.h permet d'appeler le printf, et il y a la deuxième librairie que vous allez utiliser quasiment tout le temps, c'est stdlib.h, qui a des fonctions pour l'allocation dynamique, que on verra plus tard aussi. Donc ça, normalement, c'est un code valide, donc je vais l'écrire. Je vais me faire je vais me faire un autre terminal, en fait, j'ai l'habitude. Donc on a dit que c'est un langage compilé. Compilé, ça veut dire que je vais avoir mon code d'un côté et ma compilation de l'autre. En fait, là j'ai des instructions, et après je vais transformer ces instructions en langage machine. Donc langage machine, c'est du binaire. En gros, il y a des formats qui s'appellent le ELF, quoi, qui permettent de créer des exécutables. Et en fait, c'est du code machine. Et le code machine, bah voilà, la machine elle va juste le lire directement, elle va le comprendre, et ça va bien marcher. Mais nous, on le comprend pas. Et en fait, du coup, on utilise un traducteur qui va transformer notre fichier texte.c en fichier exécutable. Du coup, en C, vous aurez toujours l'écriture d'un côté et la compilation de l'autre. Bon, généralement, ça se fait ensemble. Mais voilà, c'est un petit peu... ça fait partie des habitudes du C. Contrairement au Python ou au C#, où vous avez juste à appuyer la flèche verte et ça marche directement. Du coup, si je fais mon ls, j'ai mon main.c. Du coup, ça, c'est pas un exécutable. Donc, pour le transformer en exécutable, on utilise le GNU-C compiler, qui s'appelle GCC. On peut utiliser d'autres compilateurs, mais celui-là, c'est le plus habituel. On va l'appeler sur notre fichier main.c. Donc, je peux faire directement comme ça. Et boum. Et là, si je fais ls, on a un a.out. Et a.out, du coup, c'est un fichier exécutable qu'on peut exécuter en tant slash. C'est mon exécutable. Et là, je le fais, boum, ça m'a fait mon hello world. Je suis très content. GCC, c'est un outil très puissant qui a genre 1 milliard d'options. Et la première option, par exemple, ce serait de modifier le nom de fichier. Au lieu d'utiliser a.out, parce que a.out c'est moche, on va remove a.out. Et on va utiliser le petit o sur GCC. D'accord, il veut pas que je remonte commande. Donc on va préciser notre main.c. On va faire -o pour l'output et on va l'appeler main. Et du coup, si je fais ls, bah, notre exécutable s'appelle main. En fait, vous verrez très vite que c'est chiant de faire une ligne de commande pour GCC et une ligne de commande pour lancer l'exécutable. Comme ça. Du coup, l'avantage quand on est sur un chef comme ça, c'est qu'on peut faire end-end pour lancer l'exécutable directement. Comme ça. En fait, ça combine les deux. Du coup, c'est pratique, comme ça vous avez la compilation. Et si la compilation a fonctionné, ça lance l'exécutable. Donc voilà, là ça lance l'exécutable. Timothée. Ouais. Juste désolé, ton stream, le stream sur Twitch, il stream ton Discord. Ah, terrible. Merci de me le dire. Putain, je suis sur un capture d'écran là, c'est terrible. Comment on change? Tu caches le Discord stream qui est au-dessus, dans la hiérarchie. Ok, génial, merci. Toi, tu sais utiliser OBS si bien. Ça fait plaisir. Ok, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? J'ai vu qu'il y avait un ping, c'est surtout pour me dire ça. Stream Twitch fait de la merde. Ouais, bah ouais, du coup, merci. Petite FAQ à la fin, bien sûr. Moi, j'utilise Vim parce que Vim, c'est très pratique. Ça va vite, c'est efficace. En fait, pour le C, on n'a pas besoin d'utiliser un IDE. En fait, vous pouvez utiliser un IDE classique. Bon, c'est pratique, mais ça va pas aussi vite, quoi. Et le langage C, c'est pas un langage aussi compliqué que le C# ou le Python. Vous n'avez pas 1 milliard d'options et vous pouvez quasiment apprendre toutes les fonctions par cœur, quoi.
Voilà, donc là on a 1 milliard d'options. Par exemple, on va prendre celui-là. Et ça c'est quasiment toutes les options qui serviront. On va juste les... Je vais rebondir là-dessus pour les expliquer. Toc. Et après donc je fais un slash. Donc GCC. Il y a 1 milliard d'options. Ça c'est une option qui génère des erreurs. Au cas où on a fait de la merde, ça dit qu'il y a des erreurs. Ça rajoute plus d'erreurs. Ça transforme les warnings. W c'est pour warning. Ça crée des warnings qui dit attention, tu fais n'importe quoi. Et ça transforme les warnings en erreurs. Du coup, ça empêche la compilation. Si vous avez fait, si vous avez un truc qui warning, ça peut empêcher la compilation. Comme il dit Thomas, il y a le pédantique, qui est la même chose que pédantique normalement. Après, vous précisez le standard. Le standard qu'on utilise à Vita, c'est toujours le C99. Mais par exemple, vous pouvez utiliser le standard 11, par exemple, ou n'importe lequel. Mais en gros, vous aurez juste moins de fonctionnalités. Donc, en fait, c'est toujours le C99. Et après, O1, c'est pour les optimisations. Les optimisations maximales, c'est O3. Mais je vous conseille, quand vous développez, de ne pas utiliser O du tout. Parce que juste c'est mieux. -O main, du coup, ça change le nom. Et un flag qui est très pratique, c'est -G. -G, ça permet d'utiliser le debugger. Parce que savoir débugger, c'est bien. Parce que la plupart du temps, ça va pas marcher. Je crois que tu avais une question, mais je l'ai pas entendue. Pourquoi mon internet il a déconnecté? Oui, j'ai pas internet. Allô? C'est bon, on t'entend. Mon internet a coupé, je ne sais pas pourquoi. J'ai vu, j'étais en mode génial. Un plaisir. Mais c'est bon maintenant. L'année prochaine, on utilisera Vim pour faire du C. Tu utilises ce que tu veux. Hein. Tu peux utiliser Emacs, tu peux utiliser Vim, tu peux utiliser VS Code, tu peux utiliser CLion. Littervan utilisait CLion par exemple. En fait, tu fais ce que tu veux, mais comme tu vois, le C, il te faut un éditeur de texte. Quoi. Genre, tu peux utiliser bloc-notes littéralement, tu utilises ce que tu veux, mais Vim c'est rapide. Vim c'est efficace, Vim c'est cool. Vous faites une petite config et ça marche très bien. CLion pas en exa. Ouais, mais VS Code en exa. Donc, après, c'est vraiment préférence personnelle. Moi, je me suis mis à Vim, je me suis forcé, et puis en fait, c'est très très agréable à utiliser. Une fois qu'on a quelques raccourcis. Il y a des films qui sont venus par là. Ok, on va continuer. Putain, mais je... Pourquoi ma co... Elle saute? Tu l'as mal branché le truc là? Non, mais je pense que c'est le câble Ethernet qui est branché dans ton PC qui a un problème. Tu sais, le clips métallique. Donne-moi un vrai câble. Eh. Ah! Je crois qu'on va y arriver. J'en ai marre de cette connexion qui saute à cause de mon câble Ethernet qui fait n'importe quoi. Non, t'es pas le seul. J'espère que la co va pas sauter. Surtout qu'il fait un peu moche dehors. Mais bon, voilà. Oui, en vrai, dans la vraie vie, je ne like pas. Heureusement. Ok. Donc voilà, donc là, si je fais ça, normalement, il n'y aura absolument aucune différence. Si je remove le main d'abord. Après, je relance la compilation. Là, vous ne voyez aucune différence, mais ne vous inquiétez pas, il y a des différences derrière. Et après, il y a des flags de ce qui s'appelle de sanitize, fsanitize, qui permet de gérer si vous faites de la merde avec la mémoire. C'est important. Donc on va retourner sur notre mail. Et on va se faire un deuxième exemple justement avec la ligne de commande. Du coup, la ligne de commande, ça permet donc quand vous appelez votre programme, de le lancer avec des arguments. Et du coup, le main prend alors deux arguments, le argument count, le nombre d'arguments, et donc un tableau, deux tableaux, un double tableau d'arguments.
Ça c'est double pointeur, mais vous pouvez très bien... En fait, voilà, ça s'appelle les pointeurs, mais vous pouvez très bien faire un tableau de tableau. En fait, faut que j'explique vite fait. Quand vous faites un string en C, c'est un tableau de caractères. Donc là, ça va être mon string. Et là, je vais dire hello. Ça, c'est un string, donc c'est un tableau de caractères. Donc, caractère, puis tableau. Et du coup, là, j'ai un tableau de string. Du coup, un tableau de cartes. Tout simplement. Et ici, donc, on va s'amuser à modifier ça pour afficher l'argument count et les différents arguments. Donc, comme vous avez en C#, on peut faire des trucs genre ça, avec des arguments, et après on met C, par exemple, et on met toutes nos variables. En C, ça marche pas. Vous êtes obligé de faire ce qui s'appelle des identifieurs, avec pourcentage, et après le pourcentage, vous mettez... Donc il y a plusieurs lettres qui existent, il y a D par exemple, il y a LD pour longue décimale, donc décimale ça va être les int, il y a C pour les chats, les quarts, il y a S pour les strings, etc. Bon, il y en a plein, il y a F pour les floats et LF pour les doubles, etc., etc. Mais ici, du coup, on veut imprimer un décimal, ou un entier, donc on fait pourcentage D, et on va se mettre un petit texte avant, genre argument 4. Et là, du coup, ça va nous afficher à la place du pourcentage D, le arc. Et hop, on va enregistrer ça. Se mettre. Oui, génial. Allez. On dit 0 hors tout. Je sais pas quelque part. Arrête type, vas-y, faut quitter. Et ben, on va se faire un double pointeur alors. Il est pas content. C'est la même chose. J'espère qu'il va pas m'embêter comme ça. Et oui, magnifique. Et là, du coup, on nous met juste un warning, unused parameter, c'est transformé en erreur, et du coup, on peut pas compiler. Donc, on va utiliser raclette. En fait, il y a une chose qu'on n'a pas dite, mais il y a toujours un argument 0, donc on va l'afficher. Et ici, on fait donc argument 0. Et ici, du coup, on va afficher un string, et on va mettre un arrêt de 1. C'est pas arrêt de 1 d'ailleurs, c'est un 0. Premier élément, c'est arrêt de 0. Toc. Et là, du coup, si on lance, on a un argument de count qui est 1 et l'argument 0 qui est le point slash main. En fait, quand vous passez des arguments en paramètres, ça envoie toujours le nom du fichier comme élément 0. Et du coup, l'élément 0, là, on vous dit on a un argument, on a point slash main. Si je modifie un petit peu mon main pour faire une boucle, parce que c'est plus propre, donc on va se faire une boucle qui parcourt tous les arguments. Donc voilà, ça c'est un for classique. Et là, on peut mettre une tabulation, mettre les arguments. En fait, c'est quand même plus propre de mettre des accolades, comme ceci. Et du coup, au lieu de mettre argument 0, on va mettre argument i. Argument i, ça va être donc pourcentage d. Et ici, on va mettre i. Et après, on va mettre un p2. Comme ceci. Là, normalement, ça devrait marcher exactement de la même manière si je le relance. Comme ceci. Mais là, si je rajoute d'autres éléments... Ah oui, je n'ai pas le droit d'utiliser le point d'interrogation. Mais là, on a récupéré nos arguments. On nous dit on a 4 arguments. On a le main qui est toujours le 0. Et après, on a nos 3 arguments. Donc ça, c'est très pratique. On peut faire des tests ou quoi. Surtout pour faire des tests au début. Ça, c'est un peu la manière d'interagir avec votre programme au début. Par contre, vous ne pouvez pas lire les clés du clavier avec le langage C. Donc c'est quand même relativement limité. Et ça peut servir au début.
Plus rien de rediff, oui. Fini quand la conf a fini quand on a... Quand on a défini. Arrivé, c'est pas valide. Arrivé, étoile, étoile. Ah ok, d'accord, donc il faut mettre au moins un pointeur. Bon d'accord. On met pas de parenthèse ni rien pour les arguments. C'est-à-dire... si tu veux par exemple ici mettre salut ça va dans un seul string, tu peux mettre des quotes comme ceci. Et là tu vois on a qu'un seul argument supplémentaire qui s'appelle mon string. Sinon je mets pas de parenthèse, non. Ils sont parsés directement par des espaces. Je spécifie la taille de toutes les dimensions. Bon voilà, ça c'est les trucs de base de base. Ah ouais, ok, d'accord. Il y a des gens qui connaissent bien mieux que moi le C et les rouages internes. Daniel par exemple va vous faire une conférence un peu plus tard. Dans la semaine, pour vous expliquer justement les rouages internes. Est-ce que la différence de pourcentage de... Tu peux remontrer le code, pas de problème. Le code il est aussi simple que ça. On a une fonction main qui prend deux arguments, le compte et le tableau d'arguments. On affiche avec pourcentage %d l'entier arc-c. Et après on fait une boucle pour tous les arguments qui affiche tous les arguments. Donc avec pourcentage %d et après pourcentage %s. Comme ceci, là c'est tout net. Donc voilà, dans les syntaxes après, bon les for, les else, de if les conditions, tout ça vous connaissez. Il y a des récurrences qui marchent de la même manière. Je pense que j'ai pas besoin de m'attarder énormément sur les types. On va avoir les longues, qui vont être des entiers longs, donc au lieu d'être sur 32. Généralement les entiers sont sur 32 bits, et les longues sur 64. Après vous pouvez avoir des longues qui sont sur 128. Vous ne pouvez pas aller plus haut. On a plein de types, justement on a les tableaux. En fait, je pense qu'on va passer sur les tableaux directement, et les structures. Et donc les tableaux par exemple, on va faire un tableau de caractères comme ça. Ou bien un tableau d'entier. Un tableau comme ça. Et là, par exemple, vous pouvez les définir comme ça. Avec 0, 1, 3. Comme ceci, après on met nos valeurs. Je peux expliquer comment marchent les pointeurs dans les arrivées et comment ça s'utilise. Les pointeurs, on y vient juste après. Parce que justement, c'est lié avec les tableaux. Et ça va être assez théorique en fait au début, donc je peux l'introduire en parlant de tableau d'abord. On parle des tableaux, donc là on a un tableau comme ça, qui contient salut, là on a un tableau entier, comme ceci. Et voilà. Ça c'est pas mal, mais quand on définit un... Il y a pas mal de choses qui se passent derrière quand on compile. Quand on compile, du coup on transforme en code machine. Et il y a des tableaux de caractères comme ceci, qui sont des littéraux, donc on écrit directement une valeur comme ça. C'est des constantes. Ça, c'est une constante. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas la modifier. Du coup, bah, c'est chiant. Mais si vous voulez un tableau de caractères que vous voulez modifier, il faut qu'on le définisse comme un tableau. Comme ceci. Et donc on met des caractères à l'intérieur. Etc., etc. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus chiant à faire. Mais ce tableau, l'avantage c'est que il est modifiable. Pour les caractères, et les chaînes de caractères, le dernier caractère est toujours un backslash 0. Backslash 0, vous voyez c'est un caractère spécial. C'est le caractère qui termine les tableaux les chaînes de caractères, en fait.
C'est comme ça, c'est une convention, vous êtes obligé de faire ça, parce que si vous faites pas ça, ça va crash derrière. Donc c'est pas cool. Le caractère nul. D'ailleurs, quand on le voit, il a une valeur 0 dans le tableau ASCII, le caractère nul. Il me semble, si je raconte pas n'importe quoi. Et du coup, là, l'avantage, c'est que ce tableau, on peut modifier ses valeurs derrière. Le désavantage, c'est que ce tableau, on ne peut pas changer sa taille. Le compilateur, quand il va lire votre code et essayer de le transformer en code machine, il va regarder la taille des instructions, voir, voilà, il va tout transformer en code machine, et après il va regarder toutes les constantes qui existent, ou les variables qui existent dans votre code, et il va se dire, ah ok, là j'ai un tableau de caractères, ce truc c'est une constante, donc je le mets en mémoire quelque part et il ne peut pas être modifié. Et ça c'est un tableau, et donc ça je vais le mettre dans un autre espace en mémoire où je peux le modifier, mais du coup je lis, on voit 4 cases, en fait il n'y en a que 3 que vous pourrez modifier, parce qu'il me semble pas que le backslash 0 puisse le modifier. Ou sinon on peut, mais du coup ça fait n'importe quoi, parce qu'il faut pas le faire. Mais du coup là j'ai 3 cases. Et ici pour un entier j'ai 4 cases. Et je peux pas rajouter de cases. Si j'essaye de lire une case après, vous allez crash. D'ailleurs on peut le faire directement. On va printf, faire une petite boucle qui va parcourir la taille de mon tableau. Là ici on a 4 cases. D'ailleurs du coup je vais en mettre 5 pour montrer que ça crash. Ici on va afficher toutes les valeurs de notre tableau. Pareil, ici on va mettre notre i égale, ici on va mettre la valeur qui est dans le tableau, ça va faire de i. Ça c'est un O. Et on n'oublie pas le backslash n, parce qu'il faut toujours mettre un backslash n. Toc. Donc ici qu'est-ce qui va passer? On va lire les 4 premières valeurs, il n'y aura pas de problème, et à la 5e valeur, en fait on va lire une valeur qui n'est pas dans le tableau, et du coup on va faire array out of range, et du coup ça va crash. Génial. Les variables ne sont pas utilisées. Oui. Tout ça, on va le faire. Voilà. Il a pas crash. Ah, il a pas crash parce que... Mais vous voyez, ça fait n'importe quoi quand même. Donc c'est pratique ça. La valeur qui est contenue ici, donc ça a pas crash, et ça a pas crash, mais on a quand même lu n'importe où. En C, il y a toute une histoire de mémoire, et vous pouvez, sans faire exprès, lire ou écrire dans la mémoire n'importe où, si vous faites pas gaffe. Et ça, c'est très très emmerdant parce que, imaginez que votre programme, il écrive sur un autre programme. Ou même qu'il lise des informations sur un autre programme. Ou même que ce soit, genre pas n'importe quel programme, que ce soit par exemple un programme qui soit important, ou même que ce soit votre système d'exploitation, que vous puissiez lire et écrire des informations dessus. C'est dangereux. Ici, ça n'a pas crash parce que on a lu dans un espace qui apparemment on avait le droit de le lire. Parce que c'était un espace réservé en mémoire. Parce que le programme, il a des espaces réservés en mémoire, et puis là, du coup, c'était réservé en mémoire, qu'on a eu de la chance. Mais comme vous voyez, le contenu qui est à l'intérieur, c'est complètement aléatoire. En fait, c'est des valeurs non initialisées, qui sont des résidus en fait d'anciennes mémoires d'ailleurs. Et du coup, ça fait n'importe quoi, et vous voyez qu'après, si je veux utiliser mon tableau comme ça, si j'avais pas fait attention à mon erreur, j'aurais lu n'importe quoi, j'aurais fait n'importe quoi, et puis après, ça aurait fait n'importe quoi. Dans le reste de mon programme. Donc, pas cool. Je me demande si ça, c'est catch. Et du coup, il y a ici des flags dans GCC qui permettent de normalement vérifier si vous lisez n'importe où. La plupart du temps, quand vous faites ça, vous aurez ce qui s'appelle segmentation fault. Segmentation fault, ça veut dire attention, vous essayez de lire ou écrire n'importe où. Du coup, le système d'exploitation a tué votre programme instantanément pour éviter que vous alliez lire ou écrire n'importe où. Parce que comme on a dit, on ne veut pas que vous alliez lire n'importe où, parce que vous n'avez pas le droit. Du coup, si vous essayez quand même, le système d'exploitation il va regarder ça, et il va dire ah bah non, vous essayez de faire n'importe quoi. Ce n'est pas bien, jeunes gens, et il va tuer votre programme instantanément, et vous serez très déçus parce que du coup ça aura juste crash. Et vous ne saurez pas où parce qu'il y aura juste marqué segmentation fault corrupt. Donc il n'y a aucune information. Mais du coup l'avantage c'est que donc il y a des flags comme ça, fsanitize,
on a plusieurs fsanitize. Et le plus important, c'est fsanitize égale adresse. Et ça gère les tableaux, et normalement ça donne plus d'informations. Je suis pas sûr que ça marche ici. Ah bah si, voilà, magnifique. Là, vous voyez, ça a vérifié, le fsanitize adresse, a vérifié que j'ai fait n'importe quoi. Et il me dit, erreur, adresse sanitizer, tu as fait n'importe quoi, à un endroit n'importe où, avec des valeurs en plus que, de toute façon, on n'utilisera jamais. Il y a marqué que c'est un read, donc des fois il y aura marqué que c'est un write, donc c'est une lecture ou une écriture, et vous essayez de lire un truc qui a une taille 4, taille 4 c'est 4 bits, ou 4 bytes, c'est un entier, dans le main à la ligne 16. Main.c, ligne 16. Et si je redescends, ici, ligne 16 en effet, ici dans le main à la ligne 16, je fais une lecture, que j'ai pas le droit de faire, et du coup, il me dit attention. Donc en fait, je vous conseille de toujours compiler avec fsanitize égale adresse. Toujours. Ça vous sauvera beaucoup de temps, parce que là, vous voyez, on a pas mal d'informations. On nous dit c'est un stack buffer overflow, ça veut dire qu'on lit n'importe où, et du coup ça va faire n'importe quoi, mais c'est un espace qu'on a réservé. La stack, c'est un espace qui est réservé quand on lance un programme. Ça nous donne des infos dont on n'a pas besoin, et on nous dit c'est dans main.c à la ligne 16. Et donc ça, en fait, ça va me donner la liste de tous les programmes qui ont été appelés avant. Par exemple, si j'appelle un salut, et que je lis dans le salut, on aura le main, et au-dessus on aura le salut. Et on me donnera le lieu. Ça, c'est quand même très pratique pour débugger aussi, à savoir dès le début. Et après, voilà, c'est deux trucs, bah, ça c'est toujours là. Voilà, bon après ça nous donne des infos. Généralement ce truc on l'utilise jamais. Parce que ça ne nous sert pas, et puis voilà, il y a plein d'infos qui servent à rien. Mais le plus important c'est la ligne, et qu'est-ce qu'on a fait qui a fait planter le truc. C'est pas bien joué. Voilà. On peut faire carix égale salut 2. Salut 2 égale 3. Carix. Alors ouais, attends, le salut 2 du coup c'était un tableau qui était modifiable. Et le 3 c'était un backslash 0 je crois, donc backslash 0 je te déconseille de le faire. Mais si c'est une lettre, bah t'as le droit de modifier. T'as le droit d'accéder à ton tableau justement. La taille de salut 2 est 3 ou 4. Du coup, elle est de 4, mais elle devrait être considérée de 3. En fait, tu pourrais avoir envie de faire un tableau de caractères qui soit pas une string. Tu vois, genre si tu as juste envie de faire un tableau d'entier, bah tu fais un tableau d'entier. Si tu veux faire un tableau de caractères, tu fais un tableau de caractères. Mais un string est toujours fini par un backslash 0. Du coup, la taille de ton string, elle est autant que la taille de ton tableau de caractères. Mais si tu veux que ce soit interprété comme un string, il faut que le dernier soit un backslash 0. J'espère que c'est relativement clair. Du coup, tu as bien 4 cases, mais en fait, pour une chaîne de caractères, tu peux en utiliser que 3. C'est parti, fsanitize. Voilà, fsanitize, toujours le mettre. Et donc, il n'y a pas d'ordre dans les arguments. Vous pouvez mettre énormément de flags. La taille d'un tableau est fixe. Oui, en C, la taille d'un tableau est toujours fixe. Et vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer de cases dans la mémoire. Mais on verra qu'il y a d'autres stratégies, en fait, pour faire des tableaux qu'on dit dynamiques. Donc, ouais, l'allocation de mémoire, malloc. L'allocation, donc en mettant des zéros partout qui s'appelle calloc, et realloc. Ça, c'est des fonctions qu'on voit après, quand on a fait les pointeurs. Et free, qui permet de libérer la mémoire. Parce qu'on verra aussi que fsanitize. Donc après, là, c'est toute la gestion de la mémoire qu'on fait aussi. Je pense qu'ici, on va partir beaucoup plus sur une partie théorique, du coup, parce que voilà, ça c'est comment ça marche vite fait. On a nos tableaux. Nos tableaux, si on lit ou écrit n'importe où, bah, ça fait n'importe quoi. Mais si vous n'utilisez pas fsanitize, vous allez vous rendre compte, ou vous n'allez pas vous rendre compte que vous faites n'importe quoi. Donc toujours mettre fsanitize égale adresse, au moins. Et les tableaux, si vous voulez rajouter des valeurs ou des cases dedans, vous pouvez pas. Donc c'est très embêtant. Voilà, voilà. Après, il y a différentes manières donc, de créer des tableaux. Maintenant, on va se faire des dessins et de l'architecture et de la théorie de comment ça fonctionne derrière. Donc, on va se faire un magnifique, on va se faire un petit tableau ou un petit OneNote.
Du coup, en C, et même de manière générale, quand vous lancez un programme, ça c'est un truc que vous verrez en assembleur l'année prochaine. La RAM, c'est juste de la mémoire, et c'est quoi? C'est un gigantesque tableau de caractères. Les caractères, les cartes, c'est des cases où c'est 1 byte. C'est un octet. Et un octet, vous savez, c'est 8 bits, du coup c'est 2 lettres hexadécimales. Par exemple, vous pouvez faire une lettre comme ça, hexadécimale, une lettre hexadécimale, etc., etc. Donc là, ça c'est ma RAM, et c'est un gros tableau de caractères. En fait, c'est exactement ce que vous voyez ici. Ça, en fait, ça ressemble à de la RAM, quoi. Vous avez des endroits, donc, tout ça c'est des données, c'est des octets, qui sont les uns à la suite des autres, et vous voyez, ça fait un gigantesque bloc. Et dedans, on a de la donnée, donc F1 c'est de la donnée, et puis F2 c'est de la donnée aussi. Puis si on essaie de le faire n'importe où, ça nous... Du coup, vous avez votre gigantesque tableau ici qui contient des cases avec des caractères. Et votre programme, quand il est lancé, quand il interagit, il va récupérer ou il va interagir avec la mémoire. Donc, par exemple, vous avez un tableau, on a dit par exemple ça va être 4 cases de caractères. Hop, il va dire là on va avoir notre salut par exemple. On va avoir un S, on va avoir un A, un L, et ici un backslash 0. Comme ceci, par exemple. Bien sûr ce sera des valeurs binaires, ce ne sera pas des lettres, parce que tout est en hexadécimal ou en binaire. Mais du coup par exemple, vous allez avoir votre programme et vous allez avoir, ici j'ai mon string. Et ici on est dans un endroit que je peux modifier parce que c'est un tableau que j'ai initialisé avec des accolades, par exemple. Pour le programme, il y a toute une architecture qui existe, avec des conventions qui existent, où on va dire, il y a un endroit qui est réservé pour les instructions du programme. Donc là je dis complètement arbitrairement, mais il y a un endroit où on a le programme en lui-même. Et votre système d'exploitation, il va lire le programme avec une sorte de tête de point, une tête de lecture qui va dire, je lis telle instruction, je lis l'instruction d'après, etc., etc. Un peu comme quand vous utilisez le debugger en C#, vous allez avoir une ligne qui se déplace et qui va lire vos instructions les unes après les autres. Vous avez votre programme, et après vous avez deux endroits particuliers qui s'appellent la stack et la heap. Et du coup la stack, vous la connaissez un peu parce qu'il y a l'erreur Stack Overflow. C'est ce qui gère les appels de fonctions et les variables temporaires. Par exemple, quand vous faites une boucle for, ça va générer une variable. Ici, là, je génère une variable i qui dure pendant tout le bloc et je la mets où? Je la mets dans la stack. La stack, c'est rapide, mais c'est pas très grand. Et je peux mettre toutes mes variables dedans. Et c'est aussi là où je mets mes appels de fonctions. Si je me fais une petite fonction, on va appeler on va prendre deux entiers par exemple. Et on va en fait personne. C'est vraiment juste à titre d'exemple. Si j'appelle cette fonction, l'addition, quand j'appelle la fonction, par exemple si je l'appelle ici, int, par exemple, et que bon, en pif, quand j'appelle cette fonction, le programme il va arriver à cette ligne et il va aller là-haut et il va mettre l'appel de la fonction sur la stack pour dire quand je veux retourner de cette fonction, il faut que je sache où est-ce que je vais retourner. Donc il va stocker un peu l'endroit de la ligne où il est. Il va la stocker dans la stack. Et après, donc il fait toutes ses affaires avec ses fonctions. Et quand il voit return, en fait, il récupère l'adresse qu'il avait mise. Et comme ça lui permet de se téléporter en fait au retour de la fonction. Et quand vous faites un appel récursif à l'infini, vous allez remplir votre stack avec des appels de fonctions. Parce que vous allez dire, appelle la fonction, appelle la fonction, appelle la fonction. Et elle ne va pas retourner de valeur. Du coup, vous allez remplir la stack et vous allez éclater la stack et du coup, ça fait une erreur. Parce que la stack, elle a une variable elle a un nombre limité. Il y a une commande sur Unix qui s'appelle limit qui permet de voir la stack size. Et ici, on voit la stack size dépend des systèmes. Moi, j'ai 8 MB, et des fois, vous aurez un peu plus et des fois, vous aurez un peu moins. 8 MB, c'est genre cool, mais c'est pas énormément, quoi. Parce que vos programmes, généralement, ils vont prendre beaucoup plus que 8 MB. Donc, c'est bien, mais c'est peu. Et la stack, c'est rapide.
C'est pratique et ça sert pour toutes les variables ici, on n'a pas besoin de s'en occuper. Elles sont directement mises en mémoire. Et la stack, c'est de la mémoire qui me semble déjà allouée, du coup, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Mais imaginons que je veuille justement faire des tableaux qui soient dynamiques. Parce que là, 4 c'est bien, mais en fait, la plupart du temps, quand vous allez utiliser des tableaux, vous ne connaîtrez pas leur taille à l'avance. Ça va dépendre d'autres choses dans votre programme. Il va y avoir genre 250 lignes qui seront au-dessus. Et là, vous vous direz, hey, j'ai besoin d'un tableau qui stocke X valeurs. Et X, c'est une variable. Comment on fait? Du coup, on demande au système d'exploitation de la mémoire. Donc ici, vous allez avoir toute votre mémoire allouée dans votre stack avec votre programme et vos variables ou quoi. Mais là, vous vous dites, hey, j'ai besoin d'un tableau ici qui prend 25 éléments. Et vous n'avez pas de la place. Vous n'avez pas de place dans toute la mémoire qui a été allouée par l'OS. Du coup, vous allez demander à l'OS avec une allocation de mémoire, donc c'est une fonction qui s'appelle malloc, et vous dites, hey, je veux faire un tableau de 25 cases. Donc vous allez mettre 25 cases, et après vous allez appeler la fonction. En fait, ici, l'argument, c'est un nombre d'octets, parce que vous demandez un nombre d'octets. Donc si vous faites un tableau de caractères, un caractère c'est un octet, donc vous pouvez mettre 25. Mais la plupart du temps, si vous utilisez un entier ou quoi, un entier c'est sur 32 bits. Du coup, c'est plusieurs cases. En fait, 32 bits, ça va être 4 cases. Là, vous dites, ça c'est un entier. Et là, on a de nouveau 4 cases, c'est un entier aussi. Et quand vous faites des tableaux d'entiers, bah ça va pas être, il y a la case numéro 1 et la case numéro 2 en binaire. En fait, ça va y avoir un décalage de 4. Et du coup, pour malloc, quand vous appelez avec un nombre d'octets, il faut multiplier par la taille de la variable. Parce que sinon, vous n'aurez pas juste la bonne taille. Donc vous multipliez par la taille de la variable. La taille de la variable, vous la trouvez avec une fonction qui s'appelle sizeOf. Et ici, par exemple, je veux un tableau d'entier. Vous faites avec un entier. Et bien entendu, il ne faut pas hardcoder. Il ne faut jamais hardcoder la taille des variables parce que ça dépend des systèmes. Ça dépend des architectures. Ça dépend de pas mal de trucs. Mais nous, on veut juste que ça marche. Du coup, vous mettez la fonction et la fonction, elle s'occupe de ça. Ça, c'était un peu l'allocation mémoire. Du coup, vous demandez, vous n'avez pas assez de mémoire, vous demandez à l'OS, est-ce que tu peux me donner un tableau de 25? Des fois, il va sortir une erreur, parce que par exemple, vous dites, j'ai envie de 5 Go, est-ce que tu peux me donner 5 Go directement? Il va vous dire non. Et du coup, votre programme, il va probablement avoir une erreur. Le retour ici, ça va être une erreur, ça va être un nul. Et ça peut générer des erreurs derrière. Si vous essayez d'accéder à la valeur d'un nul, par exemple, si j'ai un array, et que c'est un nul, si je fais array de 0, ça va crash, parce que ça n'existe pas. Nul, c'est un peu, en fait c'est un pointeur nul, mais c'est un pointeur qui pointe vers une adresse en particulier où c'est 0, 0. Du coup, généralement, il faut noter en hexadécimal, avec 0, x quelque chose. Et du coup, là, ça veut dire qu'il faut que je parle des adresses. Ouais, il c'est libre, ça on y vient juste après. Du coup, on va parler des adresses. Les adresses, c'est quoi? C'est ces trucs que vous voyez là, avec marqué 0x. 0x, ça veut dire que c'est en hexadécimal. C'est un peu c'est l'identifiant hexadécimal. Et là, vous avez une valeur. Là, vous avez une autre valeur. Et là, vous avez une autre valeur. Et comme vous voyez, ici, on a 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 0, 1. Ça, c'est de l'hexadécimal. Et ça veut dire qu'entre la ligne 1 et la ligne 2, on a 15 cases. Est-ce qu'on peut... il y en a 16 du coup, parce que F c'est 15. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a bien 15. En fait, une adresse, c'est quoi? C'est un indice de case. C'est exactement comme votre i. Vous faites array de i. Le i, c'est un endroit, c'est une case mémoire. Et là, et une adresse, du coup, c'est un indice dans la RAM, dans votre mémoire. L'adresse, c'est juste une valeur qui vous donne l'emplacement d'une case. Qui vous dit, la case ici, elle s'appelle B0. Et la case ici, elle s'appelle B1. La case ici, elle s'appelle B2. Etc. Donc je prends ici par rapport à B0. Et du coup, B1, B2, B3, etc., etc. Et du coup, chaque case a une adresse. Et les variables, par exemple, les entiers, elles contiennent plusieurs cases, mais elles ont quand même qu'une seule adresse. Parce que c'est le début de la variable. Parce que si elles avaient plusieurs adresses, on ne pourrait pas s'en sortir. Du coup, concrètement, ça ressemble à quoi je vais me créer une variable ici.
qu'on va appeler x, et qui va avoir la valeur 3. Ici ça a la valeur 3, et du coup ici on va se faire un pointeur. Un pointeur, c'est une adresse. Du coup, bah, c'est en fait vous stockez l'emplacement d'une case en mémoire. C'est ce que vous allez faire. Toc. Et ici vous dites adresse de x, par exemple. Et ici donc on va s'afficher notre x, donc x c'est entier. On va dire il se trouve à l'emplacement. C'est quoi pour les décimales? Je sais plus. Je crois que c'est un unsigned. C'est un long. Pas sûr, si quelqu'un peut m'aider. C'est un pointer. Tu peux aider. C'est L. C'est en long unsigned. On va se mettre en backslash n parce qu'il faut se mettre en backslash. J'espère que ça va marcher. Ah, il me faut un ls. On va mettre un ls alors. Ah oui, bah du coup ça crache quand même parce que ici j'ai pas modifié. Bien oui. Du coup on a créé toc. Et du coup ça marche pas. Je sais plus comment pourcentage grand x. T'es sûr de toi? LX. Alors peut-être on va mettre un petit x. Non. Petit x. Non. Malheureusement ça ne marche pas. LLX. Moi il me dit ls, mais ls du coup il affiche pas, il fait de la merde. Attends, LLX hein. Sait-on jamais? Et non, malheureusement. Malheureusement ça ne marche pas. Ça dépend, ça doit faire pointeur. Juste petit x. Oh merci. Yeah. Je vois. Où est-ce que je suis? Fabrice qui. Incroyable. Ça ne marche pas. Terrible. Ah bah je sais plus. J'ai peut-être merdé quelque chose, mais j'ai fait un pointeur pourtant. Eh bien je ne sais pas trop. Bah, en gros imaginez que le pointeur il a une valeur en hexadécimale qui change à chaque fois parce que notre x n'est pas forcément placé au même endroit. Et que bah, ça ressemble exactement à ça. Une fois il va nous dire le x il est là. Une fois il va nous dire le x il est là. Etc. Et puis ici du coup on va avoir la valeur 3 quand on va exécuter le programme une fois et peut-être qu'il va se retrouver à un autre endroit. Les adresses, vous voulez pas connaître leur valeur exacte. C'est pas intéressant. Par contre c'est intéressant de savoir où est la donnée. En fait c'est intéressant de savoir où est votre case. C'est intéressant de savoir où sont voilà, les cases les unes après les autres. Par exemple pour un tableau. En fait un tableau, en C, vous allez juste avoir vos cases qui sont là les unes à la suite des autres. Et vous, ce que vous voulez, c'est juste l'adresse de la première case. En fait, un tableau, c'est stocké comme un pointeur. Un pointeur, ça vous dit, je casse-le en long. Alors, on va essayer pourcentage P. Alors, peut-être. Non, malheureusement. C'est pas grave, on continue les explications. Du coup, on a dit un tableau et un pointeur, j'ai dit que ça se ressemblait beaucoup tout à l'heure. Parce que, ici, mon tableau, on va appeler array, toc, que je vais définir comme ça. En fait, je peux aussi l'écrire avec un pointeur. Sauf que vous initialisez pas un pointeur. Donc un pointeur, ça se fait avec une petite étoile. Et vous allez dire que c'est une adresse. Et par exemple, vous allez dire
c'est égal à ça. Donc, par exemple, si ici, donc, j'ai mon tableau pareil, et si on va ajouter un pointeur qui va pointer sur la right. Et ici, comme on a dit, les pointeurs c'est quasiment la même chose que les tableaux. Ici, je peux directement dire que c'est right. En fait, bon, il y a des subtilités derrière, hein, mais imaginez que en fait votre tableau c'est juste un pointeur. Et j'ai un pointeur parce que ce que je veux c'est juste la première case. L'un des autres problèmes aussi, des gros problèmes que vous avez sur les tableaux, c'est que, imaginez ici vous avez tout un bazar, vous ne connaissez pas, quand vous êtes par exemple ici, je fais pareil de X, vous ne connaissez pas la taille de votre tableau. En fait vous êtes censé la connaître parce que c'est vous qui programmez. Du coup, voilà, vous devez vous débrouiller avec, en vous baladant avec une variable de taille, mais du coup normalement vous savez ce que vous faites. Et votre tableau, vous connaissez sa taille. Quand on est ici, du coup, normalement vous connaissez la taille de votre tableau. Du coup, si vous essayez de taper après, ça va. En fait, vous ne devez pas taper après parce que vous savez ce que vous faites, normalement. Et sinon, vous avez sanitize address qui vous dit attention, tu fais n'importe quoi. Et du coup, vous connaissez pas la taille de votre tableau, et c'est un peu embêtant. Pourquoi en fait? Parce que la taille du tableau, elle n'est pas stockée dans votre pointeur, ou dans votre tableau, parce que votre tableau c'est juste un entier. Du coup, vous savez votre adresse comme ça. Et on peut en fait utiliser le tableau ou le pointeur pour itérer, pour récupérer la case numéro 1, la case numéro 2, la case numéro 3. Ça, c'est ce qui s'appelle l'arithmétique des pointeurs. En gros, ça fait faire des additions et des soustractions avec le pointeur. Ici, donc, j'ai un pointeur d'arrêt. Si par exemple ici on va se rajouter une ligne, et ici on va manipuler avec un pointeur. Et notre pointeur, je vais faire avec un. On va se faire avec une ligne normale. Votre pointeur c'est l'array, et par exemple vous voulez accéder à la variable 0. La variable 0 ça va être la valeur avec un crochet. Ah non, c'est de référencement, qu'est-ce que je raconte? Ici on va sur une petite variable y, et on veut la case 0, la case qui est ici. Et du coup on va parler du déréférencement, parce que je n'ai pas parlé. Le déréférencement, c'est le truc le plus pratique avec les pointeurs, c'est ce qui vous permet d'accéder à la case mémoire. Votre pointeur, c'est une adresse, c'est une flèche, donc un pointeur c'est une flèche, hein. C'est une adresse, ça pointe une case en mémoire. Bah c'est mon pointeur, c'est case une pointe en mémoire. Ça pointe une case en mémoire, on va y arriver. Et c'est juste un nombre, qui est en hexadécimal, donc vous n'en avez rien à faire. Et ce que vous voulez, c'est la donnée qui est à l'intérieur. Vous voulez les cases d'après, etc., etc. Du coup, c'est la donnée qui est à l'intérieur. Pour ça, il y a ce qui s'appelle le déréférencement. Le déréférencement, dans le code, c'est avec une étoile. C'est très pratique parce que du coup, on confond complètement entre un pointeur et son déréférencement. Et du coup, si vous avez déjà un pointeur, qui est ceci, et vous le déréférencez avec la petite étoile, ici on fait un déréférencement. Déréférencement. Ici, vous allez récupérer la valeur dans Y. Et du coup, ici, si je fais printf la valeur de Y, is, pourcentage B, prochaine, Y. Ici, on va récupérer la valeur 0. On va la récupérer plusieurs fois. Ici. On va commenter ça, du coup. Et du coup, ici, la valeur de Y, ça va être le déréférencement du pointeur, ça devrait être 0 à chaque fois. Ça, on va le supprimer, parce qu'il n'y en a plus besoin. Ouais, notre tableau, on en a encore besoin. Normalement, si je compile, il ne devrait pas m'embêter. Et voilà, il me dit ici, la valeur, c'est 0. Parce qu'on a lu 4 fois la même case. La case 0.
Mais du coup, imaginons qu'on veut faire un décalage. Par exemple, pour lire la case 1 ou la case 2. La case 1 ou la case 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décaler le pointeur. Pourcentage P pour adresser pour une adresse. Ça ressemble à ça. C'est located at 0x700 quelque chose. Génial. Attends, bah du coup, je viens de le supprimer. On va le ressusciter. Ah, mais j'ai le pourcentage P, pourtant je suis un connard ou quoi? C'est à cause du WHOL, c'est ça? On va enlever WHOL. Vous ne devriez pas faire ça, mais on va enlever WHOL. Pour essayer. Parce que c'est cool, parce qu'on est là pour essayer. Tac. Et on va enlever ça. Enfin, on va enlever toutes les erreurs parce qu'on est des très bons codeurs. Je suis très content, ça n'a pas imprimé mon truc. Ça veut peut-être dire qu'il n'a pas compilé. Je ne comprends rien. Ne prends pas mon printf. Allez. Ne faites pas ça chez vous. Pourcentage P. Avec une adresse. Ok, non mais je ne comprends pas. C'est pas grave, parce que c'est pas important. Mais du coup, imaginons qu'on veut accéder aux cases 1, 2 et 3. Ce qu'il va nous falloir, ici sur notre tableau, c'est décaler notre pointeur. Notre pointeur, j'ai fait beaucoup de flèches. Le pointeur, il est là. Et ce que je veux, c'est lui rajouter une case, lui rajouter une case, lui rajouter une case pour le lire. Et du coup, on va le décaler. Pour ça, il suffit de rajouter un décalage. Et bah, on va voir comment faire ça tout de suite. Ça parce que c'est le mauvais type de pointeur. Pour ça, je suis censé marcher avec un void. Le C, c'est trop dur. Eh, t'as même pas commencé le C, donc... Mais oui, le C, c'est quand même très très chiant, de manière générale. Toujours est-il que, ici, s'il me permet, on va se prendre notre pointeur, et on va lui rajouter un décalage. Et ici, le décalage, ça va être I. Et du coup, je rajoute un décalage, et après, je déréférence la valeur. Et si je fais pas n'importe quoi, voilà, ça nous récupère les 4 cases. Valeur 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Ce qu'on a fait, du coup, c'est on a rajouté I, donc on a rajouté un décalage de 0, puis de 1, puis de 2, puis de 3. Et en fait, cette notation, c'est exactement la même que faire array de I. En fait, quand vous faites array de I, ce que vous faites en mémoire, c'est que vous prenez un pointeur et vous lui mettez un décalage. Et après, vous récupérez sa valeur. Du coup, ces deux lignes là, la ligne 24 et la ligne 25, sont exactement les mêmes. En mémoire. Ce qui se passe derrière, c'est exactement la même chose. Et vous préférez quand même, on préfère toujours utiliser des crochets plutôt qu'utiliser un déréférencement avec un décalage. C'est moche. Okay. Après, vous dites, ici, il y a un petit détail qu'on n'a pas dit. Ici, on fait plus 1, plus 2, plus 3, sauf qu'on est sur des entiers. Et on a dit ici que les entiers, ils faisaient 4 cases. Ça, c'est genre un entier. Et ça, c'est un entier. Et ce qu'on a fait là, c'est qu'on a décalé de 1, de 2, de 3 et de 4. Sauf que si on décalait un nombre de cases, on attendrait ici, ici et ici. Comme vous voyez, c'est pas le cas parce qu'on a bien lu les 4 entiers. On n'a pas décalé comme ça. En fait, ici, le C a un minimum d'intelligence. Il a compris qu'il fallait décaler de 4 octets. Et comment il a compris ça? En fait, bon, il n'est pas si intelligent que ça, mais en fait, on lui a dit, ici, notre pointeur de array, c'est un pointeur vers un entier. En fait, il stocke le type de la variable, et il dit, ah, ça c'est un pointeur vers un entier. Du coup, quand je fais plus 1, en fait, je fais pas plus 1, je fais plus un décalage de la taille de mon entier. Comme ça, quand on lit pas plusieurs entiers, ça pose pas de problème. Et bien entendu, on peut faire des pointeurs vers plein d'autres types. Faire un pointeur vers un long. Un pointeur vers long, par exemple. Et là, du coup, quand on fera un décalage de plusieurs cases.
Et enfin, donc c'est là qu'on va parler du void, il y a ce qui s'appelle le pointeur void. Donc il n'a pas de type. Du coup, ça représente quoi? Ça représente ici juste une flèche. Ça représente une flèche qui dit hey, ici il y a quelque chose. C'est cool, les void pointers. Mais du coup, si vous faites plus 1 pour décaler, ou plus i, en fait, vous allez décaler de 1 octet. Vous aurez une valeur ici, et après, quand vous décalez, vous serez directement à la case d'après. Et généralement, ça peut faire n'importe quoi. Parce que le void pointer, il pointe vers de la vraie donnée, il pointe pas vers des cases uniques. Du coup, il faut faire attention quand vous manipulez des void pointers, et en fait, c'est déconseillé de manière générale, c'est très risqué d'utiliser des Ah, void pointers. la Quoi? Il y a quelqu'un qui essayait de parler, mais j'ai eu du mal à le comprendre. C'est pas grave. Ok. Du coup, votre pointeur il doit tout le temps avoir un type, mais des fois on se retrouve avec des void pointers parce qu'on connaît pas le type. Du coup, et aussi donc un tableau, c'est un pointeur. Quand vous faites des décalages avec un crochet, c'est la même chose que déplacer un pointeur et de le déréférencer pour accéder à la case qui est à l'intérieur. Ça, c'est les pointeurs, en gros. Et du coup, maintenant, normalement, vous comprenez que ici, notre car pointeur-pointeur, c'est donc un pointeur vers un tableau de caractères, ou un tableau de tableau, donc un tableau de string. Un tableau de caractères, donc un tableau de string. Et du coup, ici, notre pointeur de array, c'est la même chose qu'un array. Maintenant qu'on a vu les pointeurs et qu'on a vu les adresses, on va voir surtout leur application. Et pour ça, on va prendre la même page, en fait, avec un peu de chance. Voilà, on a malloc. Ici, le malloc, il nous dit que ça retourne un void pointer. Ici, void pointer, ici, void pointer. Et comme on a dit void pointer, on ne veut pas les manipuler. C'est très dangereux. Mais l'avantage, c'est que le C, en fait, quand on va appeler malloc, on va le faire sur un tableau, par exemple d'entier, et du coup, il va dire ah bah le void pointer, c'est pas un void pointer, c'est un int pointer. Donc, on va remplacer pas ma technique. Et ce qui est là aussi. Top. Et ici, notre argument, un petit check, et comme ça on va passer une taille, on va passer un entier en paramètres. Donc il faut que c'est supérieur à 1. On va passer une taille de tableau. Et de 1. Si je le fais comme ça, j'espère qu'il ne va pas m'embêter. Ouais, je me dis que ça risque de faire n'importe quoi parce que c'est un caractère. Et ici, du coup, on va se rajouter la librairie std h. Ça permet de récupérer les fonctions malloc, qui sont les fonctions qu'on va utiliser dès maintenant. Et ici, c'est pour il y a un autre truc, c'est le scanf. D'ailleurs, je pourrais utiliser le scanf. Mais on va pas l'utiliser. Et ici, donc, j'ai un entier, et ici, je lis un string, donc ce serait bien quand même de le convertir. Il y a un truc qui s'appelle ATOI, qui s'appelle je sais plus quoi to integer, qui s'appelle, ah ouais, c'est ASCII to integer, du coup ça récupère la valeur et ça la transforme en entier. Après on va s'afficher la valeur pour être sûr. Et du coup ici on va avoir notre liste. Petit check pour voir si ça marche. Ah oui, ça veut dire que je ici. Génial, ça marche. La taille c'est 0 parce que... Génial. Là on passe l'argument, on passe 3 et on dit la taille c'est 3. Et si je passe par exemple 15, la taille c'est 15. Et maintenant, avec la taille qu'on a passée en argument, on va l'utiliser pour créer un tableau.
On va sur un tableau d'entier. Et du coup, c'est un pointeur, et on va l'allouer directement en mémoire. On va dire à l'OS, hey, je veux qu'on fasse un tableau de 15. Donc on va dire, la taille c'est 15. Il y a l'imprimante à côté de moi, donc ça fait du bruit. Et après, donc on va dire la taille dans entier. Donc là on lui dit, fais-moi un tableau de la taille de lens, et c'est un tableau d'entier. C'est mon tableau d'entier. Et après, ici dans notre boucle par exemple, on va lire avec lens, et on va afficher toutes les valeurs qui sont dedans. C'est rigolo. Array de i est égal à i, i. N'oublie jamais le backslash n. Et du coup, si je lance, normalement, on devrait avoir un tableau de 15. Et là, vous voyez, c'est que des valeurs qui font n'importe quoi. Et on a une erreur, grâce à fsanitize address, qui dit leak sanitizer detected memory leak. Et donc, on va parler de memory leak. Les memory leaks, c'est un truc que vous ne devez pas avoir. Si vous avez un memory leak, ça veut dire que vous avez fait n'importe quoi. Et ici, ça veut dire qu'on a perdu 60 bytes. 60 bytes, c'est combien? C'est 15 bytes. Multiplié par 4. Et 4, c'est la taille d'un entier. Du coup, en fait, le malloc qu'on a fait 60 bytes, et ça a memory leak. Memory leak, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas renvoyé la mémoire. Quand vous appelez la mémoire avec malloc, il y a quelque part dans la mémoire votre système d'exploitation qui va dire hey, ici il y a un endroit pour mettre la taille que vous avez demandé. Et du coup, il va vous créer un tableau, et avant, il va mettre quelques données pour le malloc et quelques données pour le free. C'est des headers, et ça, vous n'allez pas vous occuper, je vais de toute façon. Mais après, vous dites au système d'exploitation, hey, la RAM ici, je l'utilise. Du coup, il y a un bloc tout ici qui est utilisé par moi, et il y a de la mémoire dedans. Et je l'utilise. Et quand vous quittez votre programme, ce bloc qui est utilisé, il sera toujours utilisé. Et du coup, dans 5 minutes et dans 10 minutes, ce bloc il sera toujours utilisé. Imaginez par exemple que vous faites des mallocs avec plusieurs mégaoctets, dizaines de mégaoctets. Cette mémoire sera toujours utilisée après avoir lancé votre programme. Si vous lancez ce programme 5 fois par exemple, bah, cette mémoire sera toujours utilisée. Ce qui est embêtant parce que si vous ouvrez votre gestionnaire des tâches, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de mémoire qui est utilisée en RAM, alors qu'en fait votre programme il a fini de tourner. Ça c'est pas trop grave parce que la RAM, il vous suffit d'éteindre et de rallumer votre PC, c'est pas trop un problème. Mais c'est un problème parce que du coup la mémoire que vous avez demandée, vous l'avez pas rendue. Et du coup il y a une règle qui dit que quand vous faites une allocation dynamique, il faut toujours rendre la mémoire. Et du coup pour rendre la mémoire, on fait comment? On utilise free. Free ça rend la mémoire. Donc quand vous faites un malloc, vous devez faire un free. C'est comme ça. Si vous faites pas ça, de toute façon vous aurez des points en moins pour vos exercices et tout ça. Et du coup quand vous faites un free, vous faites un free sur un pointeur. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas mon man? Le man est disparu, mais c'est pas grave. Quand vous faites free, en fait, vous passez votre pointeur, et après, il va l'enlever directement. Et maintenant, si je relance ce programme, vous voyez qu'il n'y a plus de memory leak. Le memory leak il a disparu. Mais les données dans le tableau, c'est quand même du grand n'importe quoi. Donc, ce sera bien de les initialiser avant. Et ici, donc le array, que ce soit un pointeur ou pas, on peut l'initialiser, on peut le manipuler avec des crochets, comme si c'était un tableau. Et là, hop, on va avoir notre tableau qui fait toutes les données. Et ici, à la place de 15, par exemple, on peut dire, hey, je vais faire 7. Et là, hop, j'ai un tableau de 7. Et du coup, c'est pratique parce que maintenant, vous avez un tableau qui change de taille, selon ce que vous voulez. Et l'avantage, c'est que ça marche même pas avec les arguments qui sont passés ici, avec argv. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Vous pouvez le faire avec d'autres variables. Par exemple, si j'ai une variable x quelque part, qui va définir la taille du tableau, et ben vous pouvez faire malloc de x et free à la fin. Comme ça, vous pouvez manipuler votre tableau. Comme ça, il change de taille. Du coup, ça c'est le malloc et le free. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la... Si on lance plusieurs fois le programme, est-ce que ça va réallouer un autre espace mémoire? Conserver le même? Bah non, parce que le free, il appartient plus. En fait, quand vous lancez votre programme, ça fait un gigantesque malloc sur
tout votre exécutable. En fait, l'OS s'en occupe. Quand vous faites ./main, ici, en fait, si je fais ./main, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a tout un processus qui se lance. Comme vous voyez, ici, on a lib_start_main, qui s'appelle GNU libc, machin chose. On a... voilà, bon, ici, on a intercept, machin chose, mais vous voyez qu'il y a d'autres choses qui se font avant. Si on fait crash ou quoi. Ouais, ici, on a le underscore start, on a underscore lib_start_main, tout ça. Il y a des fonctions qui sont lancées avant votre main, en fait, que vous connaissez pas, et d'ailleurs, vous en avez pas besoin. Mais ça veut dire qu'il se passe des choses avant. Et dans les choses qui se passent avant, il y a le système d'exploitation qui va chercher un emplacement pour votre programme et qui va le mettre dans la RAM et qui va se mettre à le lancer. Exactement comme on a dit ici, il va prendre votre programme qui est dans un fichier et hop, il va le charger en mémoire. Sauf que pour le charger en mémoire, il lui faut un emplacement où il y a assez de mémoire. Et si vous avez genre une case en étant vert par exemple ici, qui dit que cette case est occupée, bah il pourra pas mettre le programme ici. Du coup il va décaler, il va se dire ouais mais du coup tout le programme je vais le mettre ici. Avec la case qui est au-dessus comme ça. Et du coup si vous régénérez une case ici que vous n'avez pas libérée, bah la prochaine fois qu'il voudra mettre le programme, il va le mettre encore en dessous. Etc. etc. Du coup en fait, bah free, si vous n'avez pas free, c'est perdu quoi. Du coup il faut toujours free. Et il faut toujours free. Et ça, comment c'est détecté? C'est détecté avec fsanitize égale adresse. Pourquoi il met des mecs là? C'est incroyable. Je sais pas du tout. Si on fait donc GCC, c'était standard 99, on a un petit G qu'on appelle main et qu'on essaie de l'exécuter derrière. 4 par exemple. Ah, c'est mieux avec un point C, je suis d'accord. Donc étoile .c, ça va récupérer tous les fichiers .c qui existent. Ici on a la taille 4, etc. Si j'enlève le free ici, chose que vous ne devez pas faire parce qu'il faut que je moi, mais que je fais, c'est parce que voilà. Ici, vous avez l'impression que tout est bien. Vous êtes en mode hey, génial, tout est bien, je sais ce que je fais. Mais si vous mettez fsanitize égale adresse, attention, il y a un memory leak. En fait, fsanitize adresse, c'est un flag que vous devez toujours avoir, et c'est votre meilleur ami. Comprenez-le, c'est votre meilleur ami. Il vous donne toutes les informations dont vous avez besoin, et vous devez l'utiliser absolument à chaque fois. Sauf quand vous ne faites pas d'allocation mémoire et que vous n'utilisez pas de tableau. Donc en fait quasiment jamais quoi. Parce que les tableaux, donc vous utilisez tout le temps. Et voilà, fsanitize address, ça récupère les memory leaks, ça récupère les out of range, ça récupère quand vous lisez n'importe où, ça vous donne des informations. Et en plus ici normalement ça vous dit même le leak qui est à la ligne 22. Si je regarde à la ligne 22. Ah non, c'est le truc qui est adressé, ok, généré à la ligne 22. Ouais, il dit ça a été généré à la ligne 22, mais ça a leak à la fin du programme. Et voilà. Ça c'est les pointeurs, les tableaux et l'allocation dynamique. Merci Free. Voilà, en tout cas Free en C, c'est nécessaire et obligatoire. Vous utilisez malloc, un malloc, un free. C'est comme ça. 2 malloc, 2 free. Voilà, bon après vous avez compris comment ça marche. Est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression de vous parler seul depuis 1h30 là. C'est tous endormis là. Pas de questions. Merci Raphaël. Merci. Merci à tous de la participation. Un peu compliqué. Ouais, un peu compliqué. C'est vrai que c'est assez dense, j'ai mis pas mal d'informations. Et puis là, je vais juste finir sur les... Je vais juste finir sur les structures. Donc les structures, c'est juste des tableaux spéciaux. En fait, c'est... Oui, en fait, ça ressemble vraiment à des tableaux spéciaux. C'est un peu vos objets. Je vais voir s'il n'y a pas une ou deux questions. Regarde, cette fois le live, ça devrait faire. Non, mais n'hésitez pas à lire les deux fiches là qui sont là. À la tête reposée, prenez le temps, faites du C de votre côté. Et c'est quoi ces trucs?
lisez à tête reposée, et puis faites du C, et puis voilà, c'est en s'entraînant qu'on apprend, et c'est en se plantant qu'on réussit. Voilà. Moi au début, quand j'avais commencé le C, je faisais des leaks de plusieurs mégaoctets, et après j'étais en mode, ah, j'ai plus de RAM, mon PC va très lentement. C'est comme ça que je me suis rendu compte que je faisais n'importe quoi. Tu as des docs tutos pour bien commencer à apprendre? Oui. Moi, j'avais commencé sur euh, Open Classroom et c'est très nul, donc je vous déconseille. Mais le très bon truc, c'est celui-là. Cesse de savoir. Cesse de savoir est très très complet. Il a énormément de choses, donc il est dans la... Ouais, parce que en fait, Open... Donc il est dans la fiche. En fait, Open Classroom est vieux, comme tutoriel, et il utilise plein de trucs qui sont outdated. Donc qui sont pas à utiliser, qui sont trop vieux, et qui sont pas bien, quoi. Voilà, utilise pas ça. Mais ouais, Zest de savoir est très bien pour démarrer. Et après, donc, une chose que vous allez utiliser énormément, c'est man, le manuel. Par exemple, vous connaissez pas, vous faites man printf, là, boum, vous avez 1 milliard de trucs. Ah, bah génial, en plus, on aurait pu demander mon cher printf. Ah non, attention. Peut-être que printf nous donne... non, il ne donne pas les différents identifieurs. Mais en fait, le manuel donne 1 milliard d'informations, et je vous conseille de bien l'utiliser. Voilà, vous faites malloc, hop, vous voyez stdlib, vous voyez les trucs à l'intérieur, vous voyez les descriptions, les return values, les erreurs, les notes, et là vous avez en fait 1 milliard d'informations utiles que vous pouvez aussi trouver sur internet, mais qui se trouvent aussi dans votre terminal directement. Tout terminal Linux, le manu. Voilà, voilà. Et donc on va finir sur les structures, et après vous lâchez si vous avez des questions. Quoi. Ah, les structures. Les structures, c'est quoi? C'est un data type que vous faites vous-même. C'est exactement comme un objet. Je fais une structure, et je vais l'appeler par exemple utilisateur, user, et du coup ça se fait comme ça avec deux accolades. Et ici dedans on va mettre des champs. Donc par exemple on aura quoi? On aura un tableau, donc un string qui sera le nom. On va avoir un identifiant, donc par exemple ça va être un long, un identifiant. On va avoir, je sais pas ce qu'on peut avoir. On peut avoir ouais, un booléen, mais les booléens ce sont des entiers. Donc est-ce qu'il est vivant, par exemple hein, je sais pas trop quoi, mais voilà, vous pouvez mixer plusieurs types. Et voilà, là j'ai une structure user. Et donc par exemple ici je vais faire je vais créer un user, donc struct user. On va l'appeler Joe par exemple. Et on va l'identifier et on va le déclarer, ça ressemble exactement à un tableau. Donc son nom ça va être Joe. Après son identifiant par exemple ça peut être 42. Et est-ce qu'il est vivant? On va mettre 1. 1 ça veut dire vrai et 0 ça veut dire faux. Donc voilà. Là on a notre user comme ceci et puis après on peut l'imprimer par exemple. C'est ce qu'on va faire. Printf. Ah mais on va pas le faire. Peut-être qu'on va le faire dans le... On va le faire ici. Donc, les structures sont définies un peu comme des fonctions. C'est défini à l'extérieur du main, par exemple, ou la plupart du temps. Vous définissez votre objet, ou votre structure, parce qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de fonction associée en fait. Et après, vous les créez comme ça avec struct. Votre nom de variable, ou genre, struct, votre nom de type, et votre nom de variable, si j'ai une variable qui s'appelle Joe.
Mais par exemple, je pourrais avoir un deuxième user qui s'appelle je sais pas comment. Et ici, donc, on va avoir machin chose. On va avoir un ID, c'est un pourcentage D, et on va avoir is user et du coup, ici, on va avoir Joe. Et pour accéder au champ, il faut faire des points. Les points, vous connaissez en fait. C'est exactement comme ça que ça marche. Hein. C'est exactement comme ça que ça marche en C#. Donc voilà, Joe.name, ça va être ce champ-là. .id, ça va être ce champ-là. IsAlive, ça va être ce champ-là. Normalement, je dis pas n'importe quoi. On rajoute toujours le backslash chaîne. Toujours. Et on a l'XMD. Pourquoi je n'ai pas mis le free? Je l'ai juste supprimé comme un idiot. Et on va avoir user Joe ID 42 1. Donc Joe 42 1, c'est les variables qu'on a mis ici. Et donc on peut les afficher avec printf. Et voilà. Donc je peux créer des structures, je peux créer plusieurs champs dedans, et je peux créer mes trucs. Et c'est pratique. Maintenant, après, il y a une spécificité. Pour les structures, on peut faire des pointeurs vers structure. Parce que c'est mieux. Quand on appelle une fonction, voilà, ça va être le dernier. Les booléens, vous allez std. Ah, j'aurais pu mettre nom et prénom. Est-ce que dans les structures, on peut mettre des fonctions? Non, malheureusement. Pas dans la structure, mais dans le fichier. Tu crées un header. Et les headers et tout ça. On devrait le voir après aussi. Mais... ouais, Daniel pourra en parler. En fait, quand vous êtes ici, vous avez une structure. Et vous faire une fonction qui modifie la structure. Donc vous allez faire fonction. Donc la fonction par exemple ça fait rien. Modify ID qui prend en argument un struct user. On va appeler user. Et du coup je peux pas l'appeler de la même manière. Et ici donc il me fait une fonction qui va modifier le user et qui va dire donc user ID. Ah oui, et du coup un long new ID. Il y a new ID. Bien sûr, ce que je fais en fait ça marche pas. Pourquoi? Parce que une structure et tous les arguments sont passés en copie. Du coup, quand vous passez une structure, ça va copier entièrement la structure avant de la passer dans ma fonction, si j'appelle modify id. Et du coup là je vais modifier la copie, mais à la fin de la fonction, bah ça aura pas modifié mon nom. En fait c'est dommage. Du coup normalement vos structures vous les baladez toujours par pointeur. Parce que quand vous les baladez par pointeur, c'est l'histoire des références. En fait, vous n'avez pas besoin de la donnée en elle-même, ce que vous voulez c'est là où elle est la donnée. Vous donnez la flèche, vous dites hey, ici j'ai un user. Du coup, tu peux modifier ces champs directement. Tu modifies, ici c'est la case name, ici c'est la case ID, ici c'est la case isolate. Et j'ai 3 cases. Comme ça, j'ai juste à déplacer mon pointeur. Comme ça, je peux lire les 3 cases. Et j'ai pas besoin de copier ma structure. Je dis ça parce que nous, quand on a commencé notre OCR, à chaque fois on passait notre réseau de neurones en copie. Sauf que le réseau de neurones, c'est pas petit, hein, ça prend genre plusieurs mégas. Sauf que si vous passez en copie, à chaque fois que vous faites une fonction, vous copiez-collez des mégas entiers, ça va super longtemps. Du coup, c'est mieux de passer un pointeur. Parce que si vous êtes passé un pointeur, c'est un entier sur 64 ou sur 32, sur la machine. En tout cas, c'est juste un nombre. Vous allez copier un nombre. Et ce que vous allez récupérer ici, vous pourrez le modifier. Sauf qu'ici, vous ne pouvez pas faire point, du coup, parce que point, ça marche pour les structures normales. Du coup, ce que vous voulez faire, c'est récupérer le pointeur,
le déréférencer pour récupérer sa valeur et récupérer son champ. Ce que ça veut dire qu'il faut que vous mettiez un décalage que je ne connais pas. Mais en gros, ça veut dire que vous devez déréférencer le pointeur de user et après accéder à son champ. Comme ça, avec AI. Ça, normalement, c'est bon. Donc vous récupérez le pointeur user, vous le transformez en user normal, en user sans pointeur, donc vous le déréférencez pour accéder au user. Vous récupérez son champ, vous modifiez son champ. Comme ça, vous avez modifié la structure directement là où elle est en mémoire, et vous n'avez pas modifié une copie. Sauf que, en fait, cette notation, elle va vite devenir chiante. Vous allez faire étoile et enfant. Et tous les codeurs en C, la nuit des temps, ont toujours fait ça, ont toujours voulu passer des structures en pointeur. Du coup, le compilateur ou genre les gens ont défini cette syntaxe avec une flèche qui permet de modifier un pointeur directement. En fait, c'est la même chose que faire des crochets pour array. Vous savez, quand vous faites des crochets, l'équivalent c'est de faire un pointeur avec un décalage. Sauf que tout le monde avait la flemme d'écrire pointeur plus décalage. Pointeur plus décalage, le tout déréférencé. Ça, c'est la même syntaxe. C'est l'équivalent. Et du coup, en fait, faire le déréférencement de votre structure puis son champ, c'est la même chose que faire une petite flèche. Et en fait, vous allez vous retrouver à faire des petites flèches absolument partout. Et même à confondre. Les petites flèches, ça se fait sur des pointeurs, et les points, ça se fait sur des structures directement. Et du coup, c'est pratique, comme ça, vous pouvez passer vos structures, les modifier par des fonctions, et vous n'avez même pas besoin de faire un return, parce qu'il n'y a pas de valeur à return. Le désavantage, mais ça c'est un désavantage du C, qui est justement modifié en C++, c'est que le C n'est pas un langage orienté objet. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas avoir des variables qui dépendent de user, ce qui veut dire que chaque fois que vous voulez faire une fonction qui dépend de user, vous devez passer le user en pointeur. Et voilà, donc en fait, pour faire une méthode en C, ça n'existe pas, vous devez toujours passer la structure en paramètres avec un pointeur. Et du coup, c'est la même chose que faire des méthodes en C++. En fait, comment ça marche derrière? Ça marche avec une fonction qui passe sa référence, en fait. Qui passe la référence de mon objet. Et voilà. Ouais, on va faire appliquer les flux langage, n'hésitez pas à regarder. Puis, message. Toc. Ouais, après, vous pouvez faire des trucs très moches en C, mais restez propre. C'est important de rester propre, faire du code propre. C'est bon. Et voilà. Bah voilà, on a fait le tour vite fait. Les structures, les pointeurs, toutes les fonctions de base. Bon, printf, ça va être notre meilleur outil. Ah si, et après le debugger, bien sûr. On n'a pas passé sur le debugger. Mais bon, le debugger, je vais y passer très vite, parce que je ferai probablement une conférence au début de l'année prochaine aussi sur comment utiliser le debugger. Et c'est justement ce que je disais avec le petit G ici. Imaginons que je ne mette pas le petit G. Que je copie juste mon fichier comme ça. Pourcentage D, mais c'est un long. Ah donc, il faut mettre LD. Ici. Top. Ici, on a compilé. Et je vais utiliser GDB, GNU Debugger, sur un exécutable. Je lance GDB. Ok, génial. On va recompiler. On va supprimer le main, le recompiler. Bien. Et le GDB.
qui arrive quand même alors que j'ai pas mis de... Ici, il y a marqué Reading Symbol Done. Normalement, vous n'avez pas de symbole si vous n'utilisez pas -G. Donc des fois, si vous... Là, j'ai pas mis -G, donc normalement, il devrait pas me mettre cette ligne. Mais si vous voyez pas cette ligne, ça veut dire que vous avez oublié le -G. Du coup, après, peut-être start. Et après, on va se mettre table. Génial. Et voilà, je crois que ça fait n'importe quoi parce que du coup, il a pas trouvé le petit -G. Du coup, on a un petit -G. Ah non, non, j'ai dit. Ça, c'est le debugger. Voilà. Et ça, c'est... Bah voilà, on est dans le debugger. Le debugger, donc le GDB, ça va être cette fenêtre comme ça, qui vous sert à débugger votre programme. Donc il y a plein de raccourcis que je ne vais pas rentrer en détail ou quoi, mais en gros, c'est la fenêtre qui vous permettra de débugger. Ici, par exemple, on a votre main. Quand on se déplace, ici, on a toute la structure, on a les flux. Donc là, j'utilise les flèches. Là, vous avez votre main et tout ça, avec votre fonction. Et votre pointeur. Le PC, voilà, le PC, c'est le pointeur. C'est la petite flèche là. Et après, par exemple, vous pouvez faire Next. Et là, vous voyez, ça va déplacer la petite liste. Et là, ça déplace mon truc. Et en fait, le problème, c'est que quand ça imprime sur ici, parce que GDB, c'est un terminal, en fait. Mais si je scroll, ici, c'est mon terminal. Mais GDB, c'est pratique, et ça vous permet de vérifier de vérifier différents trucs. Par exemple, je peux faire print. Et on va faire print i, par exemple. Et i, il n'est pas initialisé. Ah, mais si je fais next. Ah oui, bah ici, j'ai pas rentré de paramètres. Ici, on peut quand même récupérer différents variables. Donc print, ça permet de récupérer les variables, et puis après, il y a différentes commandes que vous pouvez faire aussi pour récupérer les noms des variables. Là, par exemple, je l'ai fait dans une structure. Et l'avantage, c'est que ça récupère les trois variables directement. Et du coup, Ça récupère les trois j'ai choses. 3 cours Donc, c'est pratique. le lundi. Je fais next. Et puis là, on a notre Le 16. printf qui s'est exécuté. Et là, si je fais par exemple, Le 16, on va annuler. on a juste un pointeur. Parce que notre tableau, c'est un Parce que pointeur. j'espère qu'on sera sur la route. Et voilà. Là, et que... Tu rentres le 15. Et après, on va juste. Oui, ben, je vais essayer de gratter une journée. Vous avez des questions? Ok. Pas de questions, je pense. Le 16, quoi d'autre? En fait, tout le monde vous entend. Bah ouais. Ouais. On habite D'accord. cette maison aussi, désolé. Ouais, d'accord. Les deux autres lundi suivants. Bon bah voilà, c'est fini. Si vous avez pas de questions. Je vais juste prendre la parole 2 petites secondes. Juste pour forward vers samedi. Du coup, je vais parler un peu de la runtime du C. Comment se comporte à plus bas niveau le C. Qu'est-ce qu'un exécutable ELF? Comment est-ce que ça marche avec les différentes sections? Quels sont les différents standards? Qu'est-ce qu'un UB? Comment détecter les UB? Pourquoi aussi c'est important de ne pas faire la confusion entre une erreur et un UB? Je vais aussi parler un peu d'ABI, de pourquoi est-ce que vous devez faire attention à la façon dont vous codez et pourquoi c'est lié aux ABI. Par exemple, la taille du long qui dépend du système, LP64, LLP64. Je vais parler aussi du processus de compilation. Du coup aussi, pour pouvoir profiter à répondre comment est-ce qu'on fait des fonctions privées, on va voir ça en même temps que l'étape de la compilation appelée l'édition des liens. Et voilà, toutes ces petites choses sympathiques. Ce sera le samedi soir, je confirmerai. Et voilà, venez nombreux, ça va être sympa. Pour la config, il faut télécharger Vim. Enfin, pour la config, il faut télécharger Vim ou juste y accéder depuis un shell. Il suffit. Tu conseilles ton shell ou un autre. Là, en fait, j'utilise WSL sur Windows. C'est très pratique. Moi, j'ai utilisé ça toute l'année, beaucoup plus que la VM de l'école. En fait, c'est un Linux qui marche sur Windows. Après, voilà, il suffit juste d'un shell Linux. C'est le seul truc. Voilà, tu peux utiliser Cygwin aussi, c'est pas mal. Après, c'est pratique d'utiliser Linux. Mais après, Vim, comme on a dit, ce description, c'est juste un éditeur de texte. Donc, moi, j'utilise Vim parce que j'aime bien ça. Simon, il utilise Emacs parce qu'il aime bien ça.
vous pouvez utiliser VS Code. Mais de toute façon, vous aurez juste VS Code, Vim et Emacs pour les examens. Et voilà, Vim ça va vite et en fait je trouve ça largement suffisant. Vous avez pas besoin d'un gros IDE pour faire ce que vous voulez. Mais VS Code, j'ai utilisé les deux tout au long de l'année. Voilà, si vous avez des questions tout au long si vous faites du C ou quoi pendant les vacances. Tu paramètres bien ton Vimrc. Ouais, moi je me suis fait un Vimrc très cool. N'hésitez pas, voilà, mettez-vous des couleurs que vous appréciez, mettez-vous les 80 colonnes. Amusez-vous à avoir un config qui vous plaît, avec des couleurs qui vous plaisent. Et c'est juste plus confortable. En fait, c'est confortable. Tu peux chercher ton Vimrc. Il est sur mon GitHub, mais je vais le... Toc. Je suis ici. Et je l'ai mis où? Ah bah non. Ah si, attends. Ouais, si, il est là. Ok, donc mon Vimrc, il y a pas mal de trucs. Bah du coup, j'ai Vim. Ça, c'est le plugin indent. C'est ce qui permet d'auto-indent. Ça, c'est les trucs de base. Donc j'ai un color scheme que j'ai fait avec un outil. Custom view. Scheme. Il y a ce lien là que je l'avais. C'est toujours là. Il y a un site qui s'appelle je sais plus quoi. Pour faire quoi? Pour générer des... Non, c'est pas ça. Il y a un truc qui permet de générer des configs en fait, color scheme, et après tu le modifies à la main. Donc... Ah, je sais pas, j'utilise pas Vim. Ouais, bah Vim c'est trop bien. Ouais, bah non, VS Code. Si on a notre... Ah oui, mais on n'a pas le slash colors ici. Mais quelque part, en fait, là, il y a le color scheme et il y a un site qui permet de générer un color scheme, juste tu piques les couleurs. Moi, je joue en mettre le lien, si je le trouve. Et après, donc, il y a plein d'options. Donc, numbers, c'est pour les nombres à gauche. Relative numbers, c'est pour les nombres relatifs à la ligne au-dessus. Color column, c'est la ligne rouge à droite. Après, il y a différents trucs. Par exemple, les list chars, ça c'est pas mal. Ça montre les trailing backspace. Ou les trailing space. Ici, vous voyez, j'ai mis plein d'espace. Et normalement, ils sont invisibles. Mais là, ils sont affichés avec des points. Voilà. On a quoi? Le chômage, c'est pour la recherche. Le scroll off, c'est pour scroll alors que mon curseur est pas en bas. Là, tu vois, ça descend de 1 alors que mon curseur il est 10 lignes au-dessus. Comme ça, mon curseur est toujours 10 lignes au-dessus, c'est pratique. Le visuel ici, ça c'est si on est en insert mode, vous voyez, ça fait une petite barre. Si on est en visual mode, ça fait un bloc. C'est pratique parce que VS Code, non, Vim a différentes choses qui fonctionnent sous le curseur. Là, je vais me mettre sous le curseur. Et d'autres choses qui fonctionnent en insert. Moi, je bien. Après, c'est les options de recherche. Je les utilise assez peu. Ça, c'est les tabulations. Ça, c'est pour les windows. Si je me fais une petite window à droite, vous voyez que ici j'ai des pipes tout du long. Ça, c'est des pipes. Comme ça, mais c'est le. Ça, de base, c'est un truc qui est moche, donc moi j'aime bien pipe. On a l'autocomplétion. Wide menu, c'est pratique si vous faites E. Voilà, ici vous voyez, on a plein de trucs. Et en fait, ça s'obtient avec le wide menu. C'est pratique, ça nous permet de nous balader n'importe où. Le E, c'est l'explorateur. De Vim.
Ça, vous avez un automatic comment insertion quand vous avez un commentaire par exemple comme ça dans le podcast et vous faites enter, ça vous remet 2 slash automatiquement. Moi je trouve ça pas cool donc je les active. On a quoi d'autre? Après on a les. J'ai remap les arrows pour décaler mes windows comme ça. Très pratique. En fait beaucoup plus pratique. Et puis comme ça quand je misclick ou que j'essaye d'utiliser les flèches, bah ça marche pas. On a le quick fix. Le quick fix c'est très pratique. Ça c'est un truc un peu en même temps. Ça permet d'utiliser make depuis Vim. Parce que vous verrez, il y a un truc qui s'appelle le makefile qui permet de compiler sans utiliser, genre en utilisant GCC, mais pour des moyens et gros projets. Et du coup, on peut faire ça avec un raccourci directement. Le File Explorer, je l'ai mis sur CI. Et du coup, ça, c'est le File Explorer. C'est un explorateur classique. On va se fermer ça. Celui-là aussi. Et ici, donc, j'ai mon explorateur, qu'on va agrandir un petit peu. Par exemple, on peut aller hop avec 1, et puis on peut se déplacer. 3, 4, avec entre les points. Ici, par exemple, on a les colors, bien sûr. Quand je l'ouvre, là, voilà, ça c'est mon color column. La génère... Ah, voilà, c'est bit fluente. C'est ce truc. Ce truc-là. Est-ce que je peux cliquer dessus? Oh, ouais, génial. Et ce truc-là, du coup, ça permet de générer un color scheme pour Vim. Vous prenez un langage que vous aimez bien, comme ça. Et après, vous cliquez et vous pouvez changer les couleurs directement. Par exemple, si c'est un truc entier, je peux changer la couleur, par exemple, pour mettre du vert. Comme ça, et puis là, on peut changer ce mot-clé, par exemple, pour le mettre en rouge. Etc., etc. Les commentaires, par exemple, ne me plaisent pas, ils sont orange. Et voilà, vous avez d'autres trucs. Et puis après, ça vous génère un... Après, ça vous génère un color scheme. Qui est ce gigantesque truc. Et après, toutes les options qui sont là, vous pouvez les modifier à la main. Donc j'ai pas hésité à les remodifier à la main derrière. Et voilà, jusqu'à ce que ça me satisfasse. Et après... Génial. Bon, je peux le faire. L'explorateur de fichiers marche assez bien, ça c'est cool. Status bar, c'est le truc rouge là qui est là. Et du coup j'ai mis le pass de là où on est, la ligne sur le nombre de lignes totales, et voilà. Ça vous pouvez le customiser aussi, c'est ce que vous voulez. Et l'auto-indente avec F7. Ça c'est le truc que j'utilise le plus. F7, auto-indente. CTRL O, CTRL O, ça remet votre curseur à l'état. Moi j'aime bien ce type de config. Là c'est pas mal de temps. Voilà. Là ils ont des. Bon, voilà, elle est pas petite, hein. Mais vous pouvez faire pour bien moins que ça, et puis de toute façon pour les examens vous aurez même pas du tout de vue immersée, donc il faudra bien faire avec. Pas de soucis, passer ton Vim à celui des Python. Ah si, parce que du coup mon Vim à moi, je l'ai mis sur mon GitHub. Du coup je le récupère sur mon AFS. En fait je l'ai mis sur mon AFS aussi. Du coup, je sais bien. Par contre, ça marche pas en examen. En examen, je suis sur des couleurs très moches avec pas de pas de raccourcis. Mais on s'habitue parce que ce qui compte en fait c'est tous les raccourcis des disques. Donc on va assez vite. Ou genre, même pas tant qu'on va assez vite, juste quand on est habitué, on va assez vite. Et c'est agréable. Voilà. Mais je sais que par exemple Simon il a une sacrée config, il a une config exceptionnelle pour Emacs. Et j'étais assez impressionné quand il me l'a montré. Donc n'hésitez pas, franchement, demandez. Et essayez par vous-même. Parce que vous convient plus, c'est que des préférences personnelles ici. Voilà, voilà. Bon, ben sur ce, on va finir la conf. Finir le stream.
cliquer là, qui veut pas me laisser. Génial. Et ça plantait. Anna. Terrible. Bon, j'espère que là... J'espère qu'il va pas me supprimer les vidéos, ce serait un peu embêtant. Il me supprime les vidéos. Et j'espère que sur Twitch, même sur Twitch ça crache, normalement, la review devrait passer. Ok, bah, je sais pas ce qu'il fait. Donc vous avez ces deux fiches avec une quantité d'infos supplémentaires. Donc voilà, Beginner Courseway. C'est quand même plus simple, mais ici vous avez les pointeurs HipStack, avec comment ça fonctionne. Voilà, ici c'est le truc qu'on parlait, donc avec votre programme, votre data, votre stack, votre heap, votre gros bloc de mémoire, les pointeurs, les tableaux, les allocations, et encore plein de trucs dont on n'a pas parlé. Voilà, par contre, OBS il est bon. Ça si j'en ai plus besoin. Tac. Et voilà. Je repasse sur push to talk. Et voilà. OBS ne répond